Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Moser 98K de chez GEG. Cette réplique est sortie en 2011, comme l'indique le marquage présent sur le côté gauche de la réplique, où nous avons le numéro de série avec la date de fabrication inclus dedans. En fait, nous avons le même principe que sur le Springfield de chez GEG, que j'ai déjà pu vous présenter précédemment. Et oui, il y a pas mal de points communs entre ces deux fusils, ainsi on retrouvera globalement les mêmes défauts. Je l'ai acheté d'occasion parce que j'ai eu l'occasion de l'acheter. Vous avez 4 heures. Les calculatrices ne sont pas autorisées. Ainsi donc, j'ai pu l'avoir pour 300 € auprès d'un copain, avec la réplique, la bretelle, un chargeur, et c'est tout. Et comme je suis un gros taré, j'ai acheté un bois original, après-guerre évidemment, et je l'ai adapté sur cette réplique. Et le bois, je l'ai eu pour 100 € à une connaissance que je salue au passage, elle se reconnaîtra, qui me l'a vendu d'occasion. En fait, elle était déjà un petit peu creusée pour du Moser Tanaka PPS. J'y reviendrai après. Résultat des courses, je vous présente un bébé à 400 €. Mais dites-vous juste que si un jour je le vends, ce sera pas à ce prix-là. Mais bon, de toute façon, je ne le revendrai pas de sitôt, sinon on va avoir la team moins qui va débarquer. Oui, la fameuse team moins qui trouve que tout est trop cher. Et qui ne comprend pas ce que c'est le travail manuel, celui qui fait des ampoules, celui qui use le matériel aussi. Ainsi on va me reprocher « Oh, c'est trop cher, tu penses qu'elle a thune ?» Rends l'argent des abonnés, rends l'argent. En fait, pour que la fameuse team moins soit satisfaite, il faudrait mettre ce genre de bébé avec la lunette au prix d'un D-Boy. Alors, il existe plusieurs versions de cette réplique. Les 3 versions sont indépendantes. Il y en a 2 qui peuvent aller ensemble, mais là, j'ai des gros doutes, en fait. Donc, la première version, c'est celle-ci, celle à gaz. Puis nous avons une deuxième version qui est sortie, celle à CO2. Et une troisième version qui s'appelle Shell Ejecting, qui, elle, permet d'accueillir des lames chargeurs, même principe que le D-Boy ou Maroshin, avec une bille par fausse cartouche. Et elle fonctionne également à gaz. A savoir que celle avec les cartouches éjectables a un énorme marquage GEG, Gwe, sur le dessus du tonnerre, ce qui est absolument immonde. Bon, heureusement, ici, le souci ne se retrouve pas. En fait, on a un joli mix entre un Moser de chez Tanaka et le Springfield de chez GEG. Je dis ça parce qu'on a les mêmes marquages que sur le Tanaka. Avec même le même numéro de série. Et on a les mêmes types de chargeurs que sur le Springfield de chez GEG. Avec donc le même genre d'inconvénients. Nous n'avons que 9 billes de capacité, lorsque le Tanaka en avait 10. Ça aurait été apprécié qu'on en ait une 10e, pour rester sur un nombre pair tout simplement. Je suis maniaque. Pour la recharge en gaz, nous sommes exactement sur le même système que le Springfield de chez GEG. Il faut enlever la petite clavette que nous avons à l'avant. Pour ceci, il y a un petit bouton ici avec un ressort. Et donc nous avons cette partie-là qui peut éventuellement se trouver en pièce de rechange, puisque une charge de gaz permet de tirer plusieurs puits de chargement comme celui-là. On est sur 2 minimum. Et donc une fois que nous avons accès à la valve, il va falloir charger en utilisant votre bouteille qui sera placée à l'envers. Attention cependant, nous pouvons avoir un petit problème avec la plaque qui se trouve ici, qui peut potentiellement bloquer au moment du remplissage. Là, je touche. Mais vraiment faites attention, si la longueur de votre tige est très légèrement inférieure à celle-là, eh bien soit vous utilisez une rallonge, soit vous démontez la plaque. Pour ceci, c'est très galère. Il y a une toute petite vis à laine qui est là, tellement petite qu'il va falloir une clé spéciale pour pouvoir la manipuler. Vous voyez, c'est trop petit pour être sur les multitools actuels. Multitool, j'aime pas ce mot-là. Mais bon, vaut mieux dire ça que couteau suisse de clé à laine, non? Voilà, là, ce genre de truc. Là, je suis sur la plus petite des tiges et c'est encore trop gros. Ça ne passe pas. Pour les chargeurs à CO2, ce sera le même principe, sauf que ici, nous aurons une vis qu'il va falloir dévisser pour mettre la cartouche dedans, pour après refermer, en évitant d'utiliser le petit tournevis que nous avons là, parce qu'il est trop fin. Ça, c'est du Zamac.
Donc évidemment à un moment, ça va mal se passer. Et donc une fois que vous avez rempli votre chargeur en gaz, nous allons remettre notre puits ici, qui va se clipser, et enfin nous pourrons remplir en billes. Le chargeur aura une très grosse valve proéminente à l'arrière. Inconvénient de cette valve, c'est que si vous insérez votre chargeur comme ceci, au moment où vous allez rentrer votre chargeur, la gravité fera son boulot, surtout que le chargeur est vachement lourd, et ça va appuyer sur la valve. Alors déjà que c'est chiant de remplir en gaz parce qu'il faut tout démonter, si en plus vous appuyez sur votre chargeur au moment où vous l'insérez, vous n'allez jamais vous en sortir. Pour ce faire, il va falloir ouvrir la culasse et se mettre à l'horizontale, tout simplement. Si je dis qu'il faut ouvrir la culasse, ce n'est pas pour rien. Vous ne pouvez pas manipuler votre chargeur si la culasse est fermée. Et donc, comme je disais, vous pourrez tirer une vingtaine de billes avec une seule recharge de gaz. A savoir que les chargeurs CO2 pour la version CO2 sont un petit peu trop puissants. J'ai un très gros doute de savoir si les chargeurs CO2 sont compatibles avec cette réplique, qui est prévue initialement pour la version gaz. Et vu que je ne l'ai pas, je ne saurais pas trop vous dire en fait. En tout cas, peut-être que niveau régularité, la version CO2 sera un petit peu meilleure que cette version-là. On y viendra après. Une bretelle sera fournie dans le kit d'origine, une bretelle GEG estampillée GEG. Évidemment, changez-la, parce que le GEG il est gravé sur la boucle ici de serrage. Ouais, les mecs, on a bien vu que vous aimiez mettre votre marquage partout, mais ça se trouve, même les employés GEG ont un tatouage pour qu'on identifie bien que c'est chez eux. À l'origine, la principale faiblesse extérieure de ce fusil, c'est la tige de nettoyage. Puisque c'est une toute petite tige qui va être longue comme ça, avec un pas de vis qui va être long comme ça, comme ta bite, et au final, à la première contrariété, ça va casser. Ou au premier faisceau aussi. Mais bon, donc ça, c'était la crosse d'origine, hein, j'ai pas pu m'empêcher. Vous l'avez deviné, de mettre une crosse originale sur mon fusil. Ça va, t'as pas fini de te la péter, là? T'inquiète pas, Jean-Gustave, j'en ai encore pour 5 ou 6 fois à le dire, histoire que tout le monde ait le seum. C'est pas comme ça que t'auras beaucoup plus d'abonnés, tu sais? Ah bon? Et à quoi tu penses, alors? Je teste le Moser 98K GG. La 5e minute va vous surprendre. Sur le poids, nous sommes à 3,3 kg avec le kit bois d'origine, et une fois que la crosse bois aura été adaptée, nous sommes à 3,9 kg. Ce qui nous donne un poids réaliste. Oh putain, enfin un aboutissement dans ma vie. Après avoir adapté une crosse sur le D-Boy, sur le Tanaka, sur le PPS et sur le SMT upgradé TNT, eh bien, enfin, maintenant, je peux avoir un fusil qui a le poids d'un vrai Moser. Le pack initial, que je n'ai plus évidemment, comprenait donc la réplique dans une boîte, un ou deux chargeurs suivant là où vous l'achetiez, une tige de nettoyage débourrage, un manuel et un paquet de billes. J'ai pas eu la boîte d'origine avec le kit vu que c'était une occasion, et je n'ai pas non plus le manuel qui était au passage en anglais. Mais lorsque j'ai reçu cette réplique à l'origine, j'avais vraiment l'impression que c'était le Tanaka. Regardez, ça c'est les photos de la finition d'origine. Donc la finition patinée plus ou moins volontairement par l'ancien propriétaire, que je suis le passage, coucou Nance. Et donc quand j'ai vu ça, ça m'a pas fait très plaisir on va dire, parce que la peinture qui est complètement enlevée, qui laisse apparaître le métal gris mat, bof, le bois qui va être déteint par endroits. Après le marquage qu'il y avait marqué sur la crosse, j'ai préféré l'enlever pour correspondre à celui que j'ai mis ensuite sur le corps. Et donc j'ai retravaillé tout ça, y compris le bois. J'ai quand même passé beaucoup de temps dessus, hein. Bon bien sûr il y a le garde-main supérieur qui est caché là, j'ai même mis un marquage sur l'embouchoir à l'avant, sur l'embouchoir en H, et elle est maintenant en rab. Donc si vous avez un Moser GEG, là je crois que quelle que soit la version, la crosse est la même, et bien peut-être que je peux vous la vendre hein, pour un prix globalement assez misérable, puisque je n'en ai plus l'usage, et de toute façon elle me prend de la place. A noter d'ailleurs sur la crosse d'origine un petit marquage GEG que nous avons à l'arrière, avec marqué un délicieux Taïwan. Pour la datation du kit bois, j'ai déjà pu vous présenter un tuto pour pouvoir procéder avec le Moser 98K de chez SMT. En fait, le principe pour cet exemplaire-là est exactement le même. Sauf que, comme je disais, la crosse était déjà creusée bien comme il faut, sauf qu'il a fallu que je bricole encore, parce que là non plus, nous ne sommes pas sur la même mécanique que sur le Tanaka et PPS. Et je vous promets que j'ai galéré avec le hop-hop et sa molette de réglage. Oui, là comme ça, vous ne voyez pas forcément le détail, mais si on zoome un peu, vous le voyez, le petit défaut sur la butée là. Nous sommes sur le même fonctionnement au niveau du hop-up que sur le Springfield M203A4 que j'ai déjà pu vous présenter. Pour régler ce putain de hop-up, il faut dégager la butée de crosse ici,
qui sert en fait de molette. Sauf que on peut voir qu'elle n'est pas complètement bien dans l'alignement par rapport à un original. Salope. Alors j'avoue que l'idée est géniale pour pouvoir éviter d'avoir une molette qui se balade à ce niveau-là, pour pouvoir rester réaliste, sauf que dans la concrétisation, eh ben je peux vous dire que j'en ai chié. J'ai passé au moins 3 heures à pouvoir comprendre comment régler ce problème, tout en sachant que cette partie-là, sur le GEG, est un tout petit peu plus large que le vrai. Donc j'ai dû couper cette putain de molette pour pouvoir réduire sa longueur. Enfin, la vis qui sert de molette plutôt. Et je me suis donc résigné à décaler cette butée en rajoutant des entures, une de chaque côté. Bon, après, faut le savoir qu'elle est là, hein. De loin, ça se voit pas, comme t'habites. Mais au moins, je suis plutôt content du résultat. J'ai réussi à adapter cette crosse sans détruire la pièce originale. Contrairement à certains. Bon, après, j'aurais préféré largement avoir le même système de hop-up que sur tous les autres Moser que j'ai, c'est-à-dire à ce niveau-là, sous la hausse. Ça aurait été plus facile, plus accessible, quitte à avoir un curseur que nous retrouvons sur la version Shell Ejecting de chez GEG. Pour l'embouchoir, j'ai choisi de mettre un embouchoir fin de guerre. Bon, c'est un BNZ43, vous me direz... Il n'y avait pas de version BNZ43 avec embouchoir embouti et soudé, c'était de l'embouchoir en H. Voilà. Je sais, c'est un choix que j'ai fait, histoire de pouvoir varier parmi tous ceux que j'ai déjà. Je pourrais soit changer l'embouchoir pour mettre un embouchoir en H, enfin, en fait, remettre le même genre que celui d'origine, ou alors changer le marquage BNZ, mais j'avoue qu'il est tellement bien fait, tellement creux, que bah, ce serait dommage de taper dedans pour le transformer en bif, par exemple. Mais bon, on va dire que c'est pas d'origine, que ça a été changé après la sortie de l'usine. Là, je chipote, hein, si c'est juste pour une histoire de marquage... Et comme j'étais lancé pour refaire une petite beauté à ce beau Moser, j'en ai donc profité pour décaper intégralement le métal, sauf le canon externe, pour pouvoir le rebronzer correctement, en n'oubliant pas de rajouter quelques marquages, évidemment. J'avoue avoir passé pas mal de temps, mais je suis plutôt fier du résultat, surtout que je me suis même amusé à faire différentes teintes de bronzage pour montrer qu'il était un peu utilisé. Alors je sais déjà que vous allez me poser la question, la fameuse question que tout le monde pose, est-ce qu'une baïonnette originale passe dessus? D'origine, oui, elle passe dessus. Bon, après, ça ne servira à rien. On va pas se le cacher, la baïonnette mise sur le canon, c'est uniquement pour faire joli. Vous n'allez pas faire de l'airsoft avec, ni même tirer en stand. Par contre, une solution alternative peut être de rajouter ce genre de baïonnette en impression 3D. Donc je remercie 419 Lab pour me l'avoir vendu. Oui, celle-là je l'ai acheté. Et évidemment, puisqu'ici nous avons des cotes originales, cela passe sans aucun problème sur le Momo original. Meurs, américain! Connard! Bon après, dans le pire des cas, si ça passe pas, bah il suffit juste de limer un peu. Mais bon, ça de toute façon pour limer je sais faire, hein. J'ai postulé chez Jackie et Michel. Je vais maintenant pointer le gros défaut de cette réplique, qui est en fait un défaut de fabrication. À l'heure actuelle, vous n'aurez plus ce problème, parce que des kits ont été fabriqués pour corriger ce petit souci. Je parle du bouchon de percuteur, ici. À l'origine, il est en Zamac. Le problème du Zamac, dans ce cas-là, c'est qu'il va très vite être usé. Mais quand je dis très vite, c'est genre, même au bout de 10 coups, vous verrez de la patine arriver et de la matière se barrer. Et du coup, il existe des kits, et je me demande même si GEG n'a pas directement ajouté un de ces kits sur leur réplique pour éviter que le problème se reproduise. Cette partie-là est en acier, ce qui permet d'éviter au maximum de l'usure. Après, je ne sais pas si c'était déjà d'origine ou pas, l'ancien propriétaire l'avait déjà reçu comme ça, il n'a rien changé. Peut-être que celui d'avant avait acheté le kit justement pour éviter d'avoir des problèmes. Mais ça c'est donc un point qu'il vous faudra absolument surveiller. Lorsque vous achetez cette réplique, demandez au vendeur si la culasse a été modifiée ou pas. Attention à l'axe de la détente lorsque vous enlevez votre crosse. L'axe aura tendance à se barrer. Je parle en connaissance de cause, hein, j'en ai perdu un. Qui fait que j'ai dû en refabriquer un autre avec un clou. C'est pas compliqué, mais c'est juste un peu chiant quoi. Pour une fois, j'ai choisi de garder le rail de la ZF41 que nous avons sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que je me dis qu'un jour, peut-être que je pourrais rajouter une ZF41. Par contre, ne tombez pas dans le piège, ne prenez pas la ZF41 de chez GEG. Elle n'a rien d'une ZF41. Regardez la différence. Ça, c'est une vraie, et ça, c'est une fausse. Mais donc, ne tombez pas dans le panneau. Pour le moment, il n'existe pas de reproduction
Bon marché de lunettes ZF41, hélas. Va falloir taper dans les 3 ou 4 chiffres. Fin des 3 chiffres et début des 4 chiffres. Hein. Là, on est dans ces eaux-là, hein, ça coûte très cher. Alors si on rajoute en plus la boîte de stockage, ça fait 2 mois de loyer, juste pour la lunette. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Là, franchement, regardez Pluto. Pluto, c'est le chien de Mickey. Donc pourquoi tu parles de lui? Tu sais que Walt Disney était un nazi. Bon, en fait, je vais m'arrêter là, puisque je n'aime pas Paul et Mickey. Tu n'aimes ni Paul ni Mickey. Qu'est-ce que tu caches, là? J'ai rien compris. Bon, par contre, en parlant de lunettes, il existe bien évidemment des reproductions de lunettes ZF39 avec montage sous forme de tourelle ou avec un montage latéral sur le côté gauche. À vous de voir. Là, ça coûte minimum 400 balles, quoi, sans les frais de port, sans les frais de douane. Et enfin, dernier petit conseil maison, nous avons aussi l'extracteur. Mettez une petite pointe de colle sur sa fixation. Cela vous évitera, si vous démontez votre culasse, de le perdre, parce que là il tomberait tout seul. Et ça m'est même arrivé une fois de devoir le remettre en place alors que la culasse n'était pas enlevée, elle n'était pas démontée. Bon, on va maintenant passer à un test de tir à la 0,20 alors que la température était approximativement de 15 degrés. Puis nous allons passer à un test de tir à 15 et 35 mètres avec du gaz Nuprol 3.0 rouge et des billes de 0,45 g. Et après on passera à un test de portée. What? Et le direct, ce sont les choses qui arrivent. Et le d'un coup, c'est le direct, ce sont les choses qui arrivent. Alors après, j'aurais pu utiliser des billes de 0,43, mais j'ai préféré utiliser les billes les plus lourdes que j'avais, 0,45. Pour le gaz, j'ai fait de nombreux tests avec de nombreuses références, et le meilleur que j'ai pu trouver, c'est le gaz Nuprol 3.0, donc c'est le Red Gaz, comme celui-ci. Il est costaud, et en fait, c'est parce qu'on a besoin d'une grande puissance, bon, en respectant les 450 fps, hein, évidemment, puisque on remarque, vous avez pu voir au test chronique, que la puissance se pète rapidement la gueule. Donc si vous partez de 450 fps, à la fin du chargeur, vous arriverez peut-être à 350. Donc là encore, ça passe. Les billes de 0,45 pourront être propulsées. L'inconvénient, c'est que si vous prenez un gaz moins costaud, vous partirez de peut-être 380 fps, sauf que derrière, vous arriverez à 250, 200 fps. Et je peux vous assurer que mes premiers tests de tir n'étaient pas du tout concluants. Les billes tombaient à 10 mètres. À la 0,30. Fait pas plaisir, hein. Ainsi donc, la régularité laisse vraiment à désirer sur cette réplique lors du tir. On a pu voir que des billes partaient à peine à 35 mètres, quand d'autres partent au-delà des 50 mètres.
alors que c'est les mêmes billes et c'est le même gaz. Mystère. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait des mois que je travaille sur cette review et je craignais de vous présenter cette réplique parce qu'en fait elle est complètement aléatoire. Celle-là précisément, c'est difficile de pouvoir jouer avec en partie, à moins de peut-être l'upgrader, changer des trucs, genre le hop-up. J'ai beau le régler, il se passe pas grand chose à l'intérieur. Donc là, peut-être un défaut de conception. Faudrait que je mette encore plus le nez dedans. Mais bon, là pour le moment, j'ai pas envie de le redémonter, j'avoue. En tout cas, avec cette réplique-là, oubliez la 0,20. Sinon, vous allez partir vers la lune, il va falloir prendre la bille lourde. Lourde comme tes blagues. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, et surtout à partager cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, tout comme Victor a pu le faire au moment où il m'a aidé à tourner cette vidéo en extérieur, merci Victor, eh bien vous pourrez le faire grâce à ma page Tipeee et ma page MyTip. Les deux liens sont dans la description. Et également, vous pourrez retrouver un autre lien pour pouvoir souscrire à la chaîne. En devenant un abonné, vous aurez quelques privilèges, genre des avant-premières ou des petites photos de tournage. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles présentations de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut!